Alors Gérald Darmanin, j'ai 30 ans, j'ai été élu à 29 ans. C'est mon premier mandat de député, mais j'étais élu local déjà dans la ville, à Tourcoing. Je suis donc élu du Nord, circonscription qui est entre l'île et la frontière belge. C'est 6 communes le long de la frontière belge, dont Tourcoing. Et puis je participe à mon premier mandat dans l'opposition, puisque je suis député UMP. Et donc ça fait 8 mois que nous subissons un petit peu l'ordre du jour du gouvernement socialiste. Écoutez, à la fois beaucoup de bonheur d'être ici parce que c'est un bonheur de représenter surtout si jeune la France, la nation, et puis en même temps un peu de frustration d'être dans l'opposition et de subir cet ordre du jour. Voilà. Mais Dire pourquoi? alors, ce que je trouve particulier, c'est que ce sont les socialistes qui les votaient. Ça, je trouve ça toujours très particulier. Après, surtout ce qu'on a entendu pendant la campagne électorale présidentielle. Moi, j'ai toujours une vision très euro-réaliste de l'Europe. Le pacte budgétaire européen, très franchement, l'idée que l'on puisse se faire une limite, qui serait une règle d'or sur les dépenses des États, me paraît une bonne idée. Alors, ensuite, on peut discuter du pourcentage, et je pense qu'on peut surtout discuter de la dureté de cette règle pendant les crises économiques, parce que je pense que la droite auquel je crois, moi, c'est une droite qui n'est pas dure avec les faibles. Et donc au bout d'un moment, il faut savoir aussi faire de la relance, il faut savoir aussi faire des prestations sociales, à condition qu'effectivement ceux qui en bénéficient ne trichent pas avec le pacte républicain. Mais ce qui me gênait le plus, c'était que nous allons confier, à peine avoir été élus députés, nous avons un droit particulier qui est le droit d'élaborer un budget, de choisir les politiques, les priorités de la nation, et que des parlementaires ont abdiqué leur pouvoir en quelques mois, puisqu'ils ont donné à la Cour de justice européenne et à la Commission européenne la possibilité de faire le budget à leur place, de répondre à des plaintes d'autres États contre l'État français, par exemple, sur des limitations de budget. Et je pense que les parlementaires n'ont pas à confier à des technocrates qui ne sont pas élus, qui ne donnent à personne le soin de les juger, le soin de faire le budget. Voilà, sur lequel instrument sur lequel nous sommes, nous, jugés en tant qu'élus. Voilà. Mais je pense que de manière générale, dans la classe politique des gouvernants, des partis de gouvernement, il n'y a pas de pensée européenne. Il n'y a pas de pensée européenne parce qu'on part simplement du principe qu'on ne peut pas être contre, parce que si on est contre l'Europe telle qu'elle se construit aujourd'hui, on tue à la fois sa carrière politique et puis finalement on serait contre un vent complètement moderne qu'on ne pourrait pas refuser. Moi je m'inscris en faux, d'abord parce que je crois au volontarisme politique, c'est pour ça qu'on fait la politique, que si l'État souhaite diminuer ses dépenses, si l'État ne souhaite pas faire tant de déficit, ça s'appelle le volontarisme politique, il le fait lui-même, comme un adulte aurait la possibilité de ne pas manger du chocolat tous les jours s'il n'a pas besoin de voir tous les jours une interdiction de l'hôpital. Voilà, il peut le faire lui-même, l'adulte, de ne pas manger de chocolat. Je pense que l'État est dans la même configuration. Et ensuite, je pense que la construction européenne, depuis 30 ans, n'a tenu aucune de ses promesses. Ni le plein emploi, ni la croissance économique, ni la sauvegarde de nos industries. Elle n'a tenu aucune de ses promesses. On dit souvent l'Europe, l'Union européenne, c'est la paix. Je m'inscris complètement en faux, moi. Je considère que c'est la paix qui a permis l'Europe et non pas l'Europe, une politique européenne qui aurait permis la paix. C'est parce qu'il y a eu une défaite très forte militaire et politique de l'Allemagne que la France a pu construire avec d'autres, et puis avec une partie de l'Allemagne, puis ensuite avec l'ensemble de l'Allemagne, l'Europe, et qu'ensuite cette solidarité a permis de continuer à rester en paix. Mais ce n'est pas une Europe politique qui a permis la paix. Alors moi je considère que l'Europe ne peut fonctionner que si les États sont fiers d'être eux-mêmes, et si les peuples sont fiers d'être eux-mêmes. Ensuite, il y a des solidarités de gouvernement qui doivent être acceptées. Et moi je prends des exemples, les gouvernements, les réunions étatiques sur Airbus par exemple fonctionnent extrêmement bien. Pourquoi? Parce que les États restent des États, avec leurs intérêts particuliers, leurs stratégies, leur culture politique, et ils se mettent d'accord autour d'une table pour créer un objectif commun. Ce n'est pas des fonctionnaires apatrides qui, dans un bureau à Bruxelles, décident du taux de la Banque Centrale Européenne, en l'occurrence à Francfort, du taux de la Banque Centrale Européenne, alors que ça influence la politique économique, l'emploi, l'industrie de tout un continent. Je pense que c'est pas comme ça qu'on fait vivre la démocratie européenne. Ouais, mais c'est tout à fait bizarre, mais vous savez, c'est la continuité totale de ce que nous vivons depuis des années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe ne tient pas de ses promesses pour les Européens, voilà, au sens qu'ils sont, comme dirait De Gaulle, français, italiens ou espagnols. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que la circonscription frontalière à laquelle je suis élu, à 30 minutes de Bruxelles, voit que de deux côtés de la frontière, alors qu'on a des rues paires en France, des rues impaires en Belgique, il n'y a pas d'harmonisation sur le tabac, il n'y a pas d'harmonisation sur l'alcool, il n'y a pas d'harmonisation fiscale, il n'y a pas d'harmonisation sociale, c'est pas le même droit du travail, il n'y a pas les mêmes moyens de transport. L'Europe n'est absolument pas une réalité concrète pour les citoyens. Elle l'est pour les financiers,
elle l'est pour les immigrés, elle l'est pour tous ceux qui vivent de la mondialisation. Il y en a qui en profitent, il y en a qui la subissent, mais pour les citoyens concrets, ceux qui votent et qui ont voté pour des projets européens, ils ne voient pas la concrétisation de l'harmonisation européenne. Donc un budget européen, pourquoi faire? Pourquoi faire si c'est pour éternellement permettre à des commissaires européens que l'on ne connaît pas de prendre toute position pour ouvrir nos marchés à la Chine, aux États-Unis, sans pour autant exiger la moindre réciprocité douanière de la part de la Chine et des États-Unis, qui pourtant eux font du protectionnisme économique. Je ne vois pas pourquoi on donnerait de l'argent aux commissaires européens. Si c'est pour qu'une commissaire luxembourgeoise nous donne des leçons de morale sur comment on doit accueillir telle ou telle politique migratoire, notamment sur les Roms, alors que l'Europe est infoutue d'expliquer à la Roumanie et à la Bulgarie, d'expliquer qu'au moins l'argent qu'on lui donne, elle doit l'appliquer à l'intégration de ces populations qui sont certes difficiles, mais qui doivent s'intégrer en Roumanie et en Bulgarie, puisque c'est pour ça qu'on donne de l'argent public. Je ne vois pas pourquoi on aurait du budget. Si c'est pour permettre à nos commissaires européens de laisser faire, comme nous voyons récemment encore ce scandale nutrition alimentaire, où il n'y a pas de... où on vote des grandes directives sur les emballages, des grandes directives sur les services, et puis finalement on s'aperçoit qu'aucune de ces règles européennes ne sont respectées, et elles donnent une défiance totale des consommateurs et donc des électeurs envers l'Union européenne. Elle n'a pas besoin de budget. Donc moi je pense qu'il y a aujourd'hui une Europe qui est en train de se construire particulière, un axe Londres-Berlin qui se construit, qui est un axe de rigueur, et qui est l'axe qu'a voulu François Hollande en se tournant délibérément vers les pays comme l'Italie, comme la Grèce, comme l'Espagne, plutôt que de continuer à travailler un axe franco-allemand qui n'est pas un axe facile, mais qui est l'axe qui permet à la France de rester à peu près une grande nation européenne. Et surtout, François Hollande et la majorité parlementaire aujourd'hui payent leur démagogie totale sur le traité européen. Ils auraient dû avoir le courage de dire qu'ils avaient envie d'un changement de politique, qu'ils refusaient le traité de Nicolas Sarkozy. Personnellement, je ne l'aurais pas voté. J'ai beaucoup d'estime pour Nicolas Sarkozy, mais même si Nicolas Sarkozy était président de la République, je n'aurais pas voté ce traité, parce qu'il va dans le mauvais sens. Il donne à des fonctionnaires européens le soin de juger notre politique. Forcément, ça ne peut pas bien se passer, parce que les gens, concrètement, demandent à leurs élus pourquoi il n'y a pas de conséquences concrètes de l'Europe, et les élus ont déjà leur abdiqué au pouvoir à Bruxelles. Alors maintenant, le Parlement européen serait appelé en rescousse, mais c'est trop tard. Le Parlement européen est une chambre technique. Il n'y a pas d'interpellation politique, les commissaires ne rendent pas compte devant le Parlement européen, les chefs d'État se fichent comme une guigne du Parlement européen, c'est une année d'élection en plus pour le Parlement européen. On sait très bien qu'en plus le Parlement européen fonctionne sur des accords politiques qui sont des accords de consensus, qui ne sont pas des accords de rapport de force politique comme dans tous les parlements nationaux. Évidemment que ça se terminera, même s'il y aura une petite déclaration votée, oh là là, on nous fera vachement peur, et évidemment que le budget européen sera tel qu'il a été enregistré par les gouvernants européens, mais je suis sûr que les peuples en général se satisfassent de ça, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de l'Union européenne politique. Et c'est la classe politique en général qui est responsable. C'est-à-dire qu'accepter que des technocrates fassent le travail des élus, c'est le contraire total de la démocratie. Les fonctionnaires sont des gens extrêmement intéressants, qui apportent des solutions techniques, mais qui ne sont là que pour apporter des solutions techniques. Et le politique décide, quitte à parfois violer un peu la technicité. Parce que le peuple, il n'est pas là pour simplement dire si la directive E22, elle est plus ou moins conforme à la volonté internationale de la Chine. On s'en contrefiche. Le peuple, lui, il veut considérer que on peut continuer à construire des voitures en France ou en Allemagne, qu'on puisse continuer à avoir un système de protection sociale, qu'on puisse utiliser une monnaie européenne qui n'est pas une monnaie simplement qui détruit l'emploi, mais qui éventuellement peut avoir un avantage compétitif pour le continent. Voilà, donc les politiques ont abdiqué depuis 20, depuis 30 ans, depuis l'acte unique européen finalement. Et d'ailleurs c'est un socialiste, M. Fabius, qui l'a vachement poussé, après avoir voté non ensuite au traité constitutionnel européen, puis maintenant nous faire la promotion avec M. Cazeneuve de l'Europe fédéraliste. Voilà, je pense que toute la classe politique française, de droite comme de gauche, porte en grande partie cette responsabilité. Et on est dans une machine infernale, c'est-à-dire que jamais au pouvoir les élus ont l'impression de freiner cette machine. Et ils sont aux ordres de Bruxelles, ils sont aux ordres des agences de notation, mais ils sont eux-mêmes mis dans cette nasse à force de dire qu'effectivement la légitimité n'appartenait pas à ceux qui représentaient le peuple, mais simplement à une idée qui pourrait être tellement jolie et incroyable qu'on ne peut pas attaquer, qui est l'idée européenne. Moi je pense que les États européens sont des États frères, mais on n'aime pas toujours tous ses frères et toute sa famille, et qu'on peut parler sérieusement en étant tout à fait franc à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie. On doit dire à l'Angleterre qu'elle ne peut pas être à la fois
nous donner des leçons de morale sur le budget européen, en même temps pas participer à notre union monétaire. C'est impossible. Dans aucun pays au monde n'accepterait que une région, le Nord-Pas-de-Calais, dise à l'Île-de-France, moi je veux bien profiter d'infrastructures, mais je ne participe pas à l'effort budgétaire de la France. Bon, ben voilà. L'Europe est pour l'instant une idée technocratique et elle n'est pas l'idée des peuples. Alors d'abord que le gouvernement puisse demander jusqu'où il peut aller, en tout cas faire un débat avant chaque Conseil européen, avec un vote, je suis favorable. Comme effectivement ça se passe en Allemagne. En Allemagne c'est plus compliqué parce que comme Mme Merkel n'a pas de majorité stricte, elle ne peut pas se permettre de dire je parle au nom de la France, enfin au nom de l'Allemagne. Voilà. Donc nous, la 5ème République fait qu'ils ont une majorité stricte et que finalement la majorité elle est aux ordres du gouvernement et du président de la République quand il n'y a pas de cohabitation. Mais je suis favorable à ça. Ensuite, le référendum d'initiative populaire, bien sûr, et d'ailleurs je suis pour tout référendum, pour tout traité européen d'importance. C'est quand même incroyable que pour Nice, c'est quand même incroyable que pour ce traité européen, on n'ait pas demandé l'avis aux Français alors qu'il est parfois plus contraignant encore que l'était le traité de Maastricht ou que le traité d'Amsterdam qui n'a pas non plus été soumis à ratification par le peuple français. Et d'ailleurs, c'est plus on éloignera le peuple de ses décisions, plus le jour où on lui demandera enfin son avis, ce sera une réponse extrêmement négative. Donc je pense que c'est même pas une bonne idée de la part des européistes de faire ça. Et moi je suis également pour qu'on supprime la Commission européenne. Aujourd'hui, qui gouverne l'Europe? C'est Madame D. Madame D comme le jour, hein, DAY, et les secrétaires généraux de la Commission européenne, c'est elle qui distribue les dossiers, donne des informations, retient des idées. Et la seule façon dont aujourd'hui les chefs d'État européens ont à résister à la Commission européenne et à Madame D, c'est de ne pas décider, comme on l'a fait ce week-end. La seule décision des chefs d'État pour montrer qu'ils ont du pouvoir, pour freiner la Commission, c'est de ne rien faire. C'est quand même incroyable qu'on en soit arrivé là. Je suis pour la suppression de la Commission, que c'est une Europe des États qui doit fonctionner, qu'il doit y avoir un président du Conseil européen peut-être élu par ses pairs, pourquoi pas, moi je n'y suis pas opposé, et que chaque ministre de l'agriculture, de l'économie, voilà, qui a une existence politique dans son pays, puisse porter pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans peut-être, puisse porter la politique et rendre compte au Parlement européen. Voilà. Aujourd'hui, on a des commissaires qui ne rendent compte à personne, dont certains ne sont même pas des élus, on ne sait même pas d'où ils viennent, on ne connaît même pas leur numéro de téléphone, on ne sait même pas comment les engueuler sur le marché, ce que font en général les élus avec leurs électeurs. Et ce sont des grandes personnes avec un cabinet extrêmement pléthorique et souvent très compliqué à comprendre d'ailleurs, qui prennent des textes tout à fait incongrus et qui reviennent sur le dos des parlementaires nationaux dans 10 ans, et ce sera déjà trop tard. Prenons plein d'exemples, il faudrait un jour le temps d'évaluer ce que fait le Parlement européen par exemple et la Commission européenne. Des directives comme REACH, la directive Service, ce sont des directives qu'on n'a même pas le temps d'évaluer. En France on évalue à peu près tout, la Cour des comptes vérifie à peu près tout. Et quelles sont concrètement les évaluations de ce que les décisions européennes qui touchent tous les jours les Français, qui touchent tous les jours les Allemands, les Italiens, et qui finalement ne sont jamais évaluées, ni par personne, ni par les électeurs, parce qu'il n'y a pas d'élection, ni par la Cour des comptes européenne. Elles sont simplement, elles existent, et elles ne sont pas discutables comme les bulles pontificales. Voilà, on n'a pas le droit de dire c'est bien, c'est pas bien. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.